Bonjour. Euh, Ça fait maintenant pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que je viens de publier une autre vidéo. Enfin, je viens de publier une vidéo il y a, je pense, de cela quelques jours. Mais cette vidéo-là, je l'avais en fait enregistrée il y a pas mal de temps. Donc en fait, on tourne toujours, on tourne toujours autour du même sujet. Et je ne vais faire que, comme toujours, que dire ce que je ressens. Peut-être que cela va aider quelques-uns. Peut-être que cela va permettre à d'autres de réfléchir. Et s'il y a matière à réfléchir, s'il y a matière à, à ouvrir de nouvelles voies, eh ben, on devrait en fait, je devrais me sentir en fait, je devrais sentir que ce que je fais a au moins le mérite d'apporter quelque chose aux autres. Donc, je n'aime pas trop parler de moi parce que lorsque je parle de moi, je sens que je ne suis pas objectif dans ce que je dis. Donc, je peux dire pas mal de choses. La moitié sera vraie ou se rapprochera en fait de la réalité, et l'autre moitié sera complètement en fait biaisé parce que même si l'on parle en mal de soi-même, on va toujours essayer en fait, d'arrondir les angles, etc. pour euh, vu que notre ego prend souvent le dessus euh, lorsqu'on part dans ces initiatives enfin, de discuter, de parler de soi. Bref, j'ai fait cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me fait très mal. Et comme vous savez, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en dépression. Euh, depuis l'enfance, donc depuis l'enfance, j'ai souffert. J'ai souffert depuis mon enfance. J'ai été Et ça n'a pas été la faute à mes parents. Au contraire, mes parents ont tout fait pour me rendre heureux, mais je n'arrivais pas en fait à être heureux. J'étais tout le temps dans l'introspective. Donc j'étais tout le temps à penser et à réfléchir au monde, à ce qui m'entoure, à pourquoi je suis là et pourquoi il m'arrive ce qu'il m'arrive. Et souvent on se pose ces questions lorsque des choses graves nous arrivent ou lorsque des choses négatives, en fait, des événements, lorsqu'on est confronté à des événements en fait négatifs, à des événements en fait, euh, qui ne procurent pas de plaisir, donc qui nous font plus souffrir. En fait, tout ce qui nous fait souffrir nous fait réfléchir et c'est pour cela que la plupart des philosophes, ou je ne sais pas, ou des chercheurs, ou tout ce que vous voulez, tous les gens, toutes les personnes qui ont peut-être contribué à l'avancement en fait technique ou même spirituel de ce monde, ce sont des gens qui ont souffert parce que tout ce qui est tout ce qui est recherche peut-être de la vérité ou recherche enfin rapprochement de la vérité parce que peut-être qu'on recherche la vérité, peut-être qu'on la cherche, mais combien de fois est-ce qu'on la trouve? Ou on s'en rapproche, du moins on s'en rapproche. Donc tout ce qui est en fait négatif ou tout ce qui m'a touché négativement lorsque j'étais gosse, donc lorsque j'étais encore enfant, m'a toujours fait réfléchir. Et j'ai toujours essayé de mettre des réponses sur
sur des questions que l'on ne pose pas peut-être à l'école ou que peut-être nos profs, euh, nos instituteurs en fait, n'essayent pas en fait ne nous apportent pas en fait de réponse sur ces questions-là. Ce sont souvent des questions de pourquoi est-ce que cet élève est pourquoi est-ce que ce garçon ou cet enfant est plus fort que cet autre, pourquoi celui-là porte des lunettes et celui-là ne porte pas de lunettes, pourquoi celui-là est grand, pourquoi celui-là est petit, pourquoi celui-là est gros, pourquoi celui-là est mince, pourquoi celui-là est malade, pourquoi celui-là est comme ça. Et pourquoi celui-là plaît aux filles, pourquoi celui-là ne plaît pas aux filles, pourquoi celui-là est plus intelligent, etc., etc. Donc, on va pas faire toute la liste, mais je pense que vous voyez l'idée. Donc, pourquoi moi lorsque je rentre chez moi fatigué, lorsque je rentre chez moi, euh, je dois en fait, je dois faire mes devoirs, ou pas seulement faire mes devoirs, mais je dois me taire et m'exécuter. Pourquoi lorsque je pose des questions aux adultes, pourquoi est-ce que je sens, même si je suis enfant, je sens qu'en fait, ils ne font que me répondre, ou ils ne font en fait que me donner la réponse qui va qui va me réconforter. Pourquoi ils ne font que me réconforter lorsqu'ils répondent à des questions auxquelles j'aurais préféré avoir de vraies réponses. Donc c'est toute cette introspective qui fait mal. Pourquoi en fait j'en parle? Parce que je ne sais pas si c'est une mental illness, parce que je ne suis pas médecin. J'ai été seulement diagnostiqué, j'ai été diagnostiqué dépressif. J'ai été diagnostiqué dépressif donc plusieurs fois. Euh, j'ai euh, j'ai aussi été diagnostiqué souffrant d'anédonie. Donc l'anédonie, c'est en fait le fait de ne plus ressentir de plaisir, le fait de ne plus être capable de ressentir du plaisir à travers des activités auxquelles avant on, qui nous étaient plaisantes dans le passé. Donc ça, ce sont des diagnostics qui sont récents, mais tout ce qui est ancien, je dirais que mon enfance a été très douloureuse. Ce n'était pas en fait douloureux d'un point de vue extérieur peut-être. Euh, J'avais des bonnes notes à l'école, on va dire, et puis il y avait même des fois où je gagnais des prix ou des livres ou quoi que ce soit parce que j'avais réussi à avoir la meilleure note ou j'étais parmi les élèves qui étaient en fait les plus doués à l'école, mais je ne trouvais pas ça compliqué en fait. Moi, ce que je trouvais compliqué, c'était la cour d'école. En fait, en classe, toutes les activités que je faisais en classe, c'était des activités qui étaient simples pour moi. Parce il suffisait en fait il suffisait juste de faire quelques exercices, par exemple en maths euh, maîtriser, euh, pour maîtriser la chose, et puis c'est tout. Et puis il suffisait aussi de juste bien réviser son orthographe pour être capable en fait d'avoir une bonne note à la dictée. Donc toutes ces activités-là étaient, sauf le sport. Le sport, j'avais pas mal de difficultés en sport parce que j'étais très maigre, je mangeais pratiquement rien du tout. Donc j'arrivais pas à manger de la viande, je mangeais ni viande, ni poulet, ni poisson, ni rien du tout. Et lorsque je mangeais de la viande, il fallait que je choisisse le morceau de viande qui contenait pas de peau, qui ne contenait pas de peau, qui ne contenait pas de graisse, et qui ne contenait même pas un tout petit peu de graisse ou de peau.
J'allais aussi loin en fait, je prenais le morceau de viande et j'en faisais, je le, je le décortiquais. Je décortiquais la viande que j'avais pour enlever les vaisseaux sanguins potentiels, etc., etc., pour vraiment ne garder que la viande. La même chose pour le poulet. Donc, le morceau du poulet que, ça veut dire que je préférais, c'était la poitrine de poulet. Et encore là, il fallait que j'enlève la peau, il fallait que je mange juste la partie sèche et qui ne contenait en fait que des fibres, que des fibres musculaires que l'on voyait clairement et qui ne contenaient rien du tout d'autre. Donc le poisson c'était un peu plus compliqué parce il fallait un peu plus travailler, etc. pour vraiment n'extraire que, en fait, que la viande. Et bien entendu, j'arrivais pas à manger, je mangeais pas de foie, je mangeais rien du tout d'autre en fait. Je mangeais pas de dinde, etc., etc. Donc j'étais très compliqué à la question nourriture et je mangeais pratiquement rien du tout. Tout ce qui me plaisait, c'était les fruits, les légumes, voilà. Et puis c'est tout. La viande, c'était vraiment très problématique pour moi de manger de la viande. En tout cas. Donc, conséquence, j'étais très 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 maigre. J'étais extrêmement maigre. Donc, bien évidemment, mes performances sportives étaient mauvaises, euh, sauf pour la course à pied. La course à pied, c'était en fait la seule activité dans dans laquelle j'excellais. Donc, j'étais très très bon en course à pied et j'arrivais souvent premier. Bref, on va pas parler de sport ici. Donc j'essaie juste de vous parler de psychologie, mais pas seulement de psychologie, de ma façon de voir les choses. Et pourquoi lorsque l'on parle de maladie mentale et lorsqu'on parle de troubles psychiques ou de psychologique, euh, il ne faut pas en fait discriminer, voilà, discriminer cette douleur et considérer qu'en fait cette douleur n'est n'est que secondaire ou n'est que bénigne et ne, et ne requiert pas en fait l'euthanasie et que d'autres traitements euh, peuvent être en fait doivent être en fait proposés pour une telle souffrance. Donc ça, c'était pendant le temps où je n'étais pas encore déprimé. Donc j'étais quelqu'un de très... euh, ouais, c'est ça. Donc le temps durant lequel j'étais avec mes amis ou j'étais avec les autres élèves dans la cour d'école, c'était le moment le plus compliqué pour moi. Donc c'était un moment où il n'y avait plus de règles pour moi, où où je me sentais vraiment seul. Donc je me sentais vraiment seul parce que c'était entre guillemets la loi de la jungle ou la loi biologique ou je ne sais quoi qui prenait en fait le dessus. Donc il n'y avait plus de règles et ce qui se passait, ce qui se passait, c'est que euh, là j'étais complètement dépourvu je perdais tous mes moyens. Donc là je perdais vraiment tous mes moyens. Je ne savais pas comment me comporter, etc. avec les autres. J'étais souvent maladroit. Je disais des choses qui ne me rendaient pas nécessairement populaire parmi les autres élèves, etc. Euh, on pouvait dire que j'étais coincé, grosso modo. Donc, c'est le terme qu'utiliseraient en fait les autres enfants de mon âge ou les autres, les écoliers, en fait les, euh, les enfants de mon âge, voilà. Donc grosso modo, voilà un peu mon enfance, mais peut-être que je parlerai, peut-être que je parlerai euh, dans les prochaines vidéos d'autres choses.
peut-être que j'aurai une autre inspiration. Donc, comment je commence mes vidéos, c'est que je commence à parler et puis je laisse ma tête m'emmener là où elle veut m'emmener parce que de toute façon, il faut savoir que tous les jours c'est comme ça pour moi. Donc, je n'essaye plus de me contrôler, je n'essaye plus de contrôler mes pensées parce que mes pensées prennent souvent le dessus sur le tout. Ça veut dire mes pensées prennent le dessus sur moi-même. Donc, je finis souvent par me laisser aller et puis c'est tout. Donc je suis très très isolé, pas parce que en fait les autres ne veulent pas de moi ou c'est parce que moi j'ai décidé de m'isoler parce que c'est l'état où je veux être grosso modo. Donc ça fait maintenant presque 3 ans que je suis vraiment en isolation, donc je suis vraiment isolé et je considère que quelqu'un qui est en prison a peut-être une meilleure qualité de vie sans manquer de respect à cette personne ou sans considérer qu'en fait cette personne-là ne souffre pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens dans ma prison mentale. C'est-à-dire que le soir, lorsque je veux dormir, je garde la télé ouverte, je garde la télé en fait allumée avec un bruit de fond, parce que sans ce bruit de fond-là, je ne peux pas m'endormir. J'ai cette peur de m'endormir. Je prenais des médicaments, là j'ai arrêté les médicaments, je vais revoir un psychiatre tout simplement parce que je dois toujours, ça me réconforte, en fait ça me réconforte pour me dire que je ne suis pas fou. Le fait d'aller revoir un psychiatre, ça me donne simplement cette validation qui dit que je suis très malade et que en fait je ne suis pas en train de simuler ce que j'ai. Parce que vu que ce n'est pas visible, vu que ce que je ressens, c'est vraiment juste une souffrance interne, les gens peuvent dire, que peut-être que moi j'en fais trop, mais c'est un état que je ne contrôle pas. Et c'est un état qui me dépasse en fait, qui me dépasse. Là, je suis assis, je fais ces vidéos simplement pour parler parce que je n'arrive plus à parler aux autres. Donc, j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs dans ma vie et ma souffrance psychologique ou ma détresse psychologique a commencé depuis l'enfance. Donc c'est pas quelque chose qui a commencé après, ou c'est pas quelque chose que j'ai inventé, ou ce n'est pas un événement qui a fait que je me sens comme ça, ou etc. Ce n'est pas un événement précis. Je ne vis pas une dépression dont la cause est un événement extérieur qui a fait, ou une cause externe de mon environnement, etc., qui a fait que je me sente comme ça. C'est un état que je n'arrive souvent pas à décrire. C'est de l'introspection qui dure, qui me fatigue. C'est de l'introspection qui me fatigue. C'est de l'introspection qui me bouffe les neurones. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque minute, chaque seconde qui passe n'est que ça. Et on va dire que celui qui vit le cancer, il a peut-être des moments de plaisir. Parce que il a peut-être des moments où il se sent, euh, je ne veux pas dire qu'il se sent bien, mais il y a des moments où au moins il arrive à avoir du plaisir. Parce que le centre du plaisir, c'est le cerveau. Donc, lorsque le cerveau est malade, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et lorsque la maladie dure depuis énormément de temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, je suis en train de regarder chez Dignitas en Suisse ou Ex International, ce sont des associations c'est pas des associations, mais c'est des cliniques d'euthanasie ou de suicide assisté, etc. Et voilà, il faut qu'en fait un psychiatre puisse dire que mon état, enfin pas mon état, mais que je suis lucide pour être admis pour que en fait
il faut qu'il en fait, qu'il me signe un papier pour dire que en fait, je suis lucide et que j'ai tous mes moyens et que je sais qu'est-ce que je fais euh, pour en fait être capable qu'on m'accorde l'euthanasie. Je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Je me bats pour obtenir en fait cette possibilité-là. Donc de mourir pour mourir dignement et pas sauter devant un train ou sauter du 20e étage ou du 15e étage ou je ne sais quoi. Euh, Parce que ça fait du mal, pas seulement à moi, mais ça fait du mal à la famille qui va voir, qui va assister à cet événement-là, qui devra reconnaître le corps, et sans compter les secours qui vont arriver, qui vont peut-être, et qui vont être choqués justement, et qui vont être traumatisés, et peut-être pour le reste de leur vie. Parce que ce n'est pas facile de voir quelqu'un, de venir ramasser un corps qui a été percuté par un train ou qui a sauté de je ne sais quel étage. Donc c'est un événement euh, traumatisant. Donc je trouve que, je trouve que euh, le fait de devoir demander à un médecin, à un psychiatre de dire que en fait est-ce que vous avez toute votre capacité mentale. euh, je ne sais pas comment décrire, je ne sais pas comment dire. C'est la façon, c'est la façon avec laquelle, c'est la seule façon qu'on peut utiliser, avec laquelle on peut obtenir en fait ce droit en Suisse, parce que la Suisse, elle dit qu'en fait n'importe quelle personne, quelle qu'elle soit, a le droit de choisir sa mort. Elle doit juste en fait avoir toutes ses capacités mentales. Donc elle doit être en maîtrise de soi. Donc je trouve que je suis amplement en maîtrise de moi-même parce que euh, je connais mon passé. Parce que premièrement, je connais mon passé. Euh, je connais mon passé, je connais bien mon passé. Et il n'y a que moi qui peux en fait dire est-ce que les souffrances que j'ai vécues dans le passé, est-ce que c'était des souffrances est-ce que c'était des souffrances qui étaient intolérables ou pas? Est-ce que c'était de la souffrance intolérable? Est-ce que c'était incurable ou pas? Je pense qu'il n'y a que moi qui peux dire que c'était incurable parce que le fait de suivre plusieurs traitements sans résultat et voir qu'en fait la maladie ne fait que progresser, parce que dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que chaque épisode dépressif a été encore plus foudroyant et plus dur à supporter que l'épisode d'avant. Chaque épisode dépressif a été encore plus dur et plus fort et plus, et plus compliqué à gérer que le précédent, que ça soit en intensité ou en durée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je deviens de plus en plus faible. Mentalement, je fatigue. Moi, je sens que je suis la personne qui a peut-être usé de sa force, d'une force interne. Et c'est pour ça que je suis toujours là aujourd'hui. Donc j'ai usé de ma force et je sens que j'ai usé de toute ma force. Voilà. À chaque fois, j'utilisais un pourcentage de ma résistance mentale ou de ma résistance psychologique, etc. Donc à chaque fois j'utilisais des stratagèmes pour en fait sortir de la dépression, que ce soit avec les médicaments, que ce soit juste moi avec moi-même, etc., etc. Donc j'ai essayé, j'ai essayé plusieurs fois. Et là, je suis arrivé à un point où je suis lucide. Pourquoi? Parce que vu mes tentatives de suicide qui étaient des tentatives pas impulsives, mais c'était des tentatives pensées et raisonnées, et pour la simple et bonne raison que lorsque ça n'a pas marché, lorsque la tentative n'a pas marché, j'étais pas en colère, mais j'étais très déçu, très 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 déçu. Et ça veut dire je ne vais jamais oublier ce mot que j'ai dit et que j'ai répété plusieurs fois, ou cette phrase que j'ai répétée. C'est la phrase suivante, c'est malgré, malgré.
tous les bonheurs, ou toutes les bonnes choses qui me sont arrivées euh, après cette tentative échouée de suicide, euh, toutes les mauvaises choses qui se sont suivies de cette tentative, qui ont suivi cette tentative, n'étaient pas, ne faisaient pas que ce qui a été bon après valait la peine d'être vécu. Parce que le négatif a été beaucoup plus important que le positif. Et les crises d'anxiété, les rechutes en dépression, la rechute en dépression, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. C'est-à-dire, j'ai eu des maladies physiques, moi aussi, j'ai fait deux chirurgies, j'ai eu, j'ai souffert d'autres maladies physiques, mais je peux dire que jamais, jamais je ne voudrais, jamais je ne souhaiterais, même à mon pire ennemi, qu'il lui arrive ce qui m'est arrivé surtout lorsqu'on rechute en dépression. Surtout les premiers jours lorsqu'on rechute en dépression. Surtout ces premiers jours-là. Ce sont des crises que je ne peux même pas décrire. Si tu ne dors plus, tu es tout le temps, ton cerveau marche à 2000 à l'heure, et même pendant ton sommeil, tu te réveilles jusqu'à 30 fois. 30 fois ou 40 fois. Et une fois, je les avais comptés. 30 fois, 40 fois, tu ouvres les yeux pendant la nuit. C'est-à-dire que même ton sommeil, c'est-à-dire que tu ne dors plus. C'est-à-dire que ton cerveau commence à marcher à 2000%. Et lorsqu'il marche à 2000%, ce n'est pas de la souffrance que tu ressens. C'est quelque chose qui dépasse la souffrance que je ne peux même pas décrire. C'est jamais je n'oublierai cette fois où lorsque j'étais à Montréal et lorsque en fait je passais mes journées à dormir et lorsque je vivais la nuit, j'avais eu une crise. J'étais en fait je marchais en fait je marchais pas tranquillement mais je marchais, j'étais déjà très malade mais je marchais et puis je rencontre une personne, c'était, je pense, c'était un étudiant, et je ne lui ai rien dit, mais j'ai eu cette envie en moi d'aller vers lui, de lui prendre la main et de lui dire euh, sauve-moi, sauve-moi, aide-moi et sauve-moi, aide-moi et sauve-moi. Il aurait répondu t'aider de quoi, qu'est-ce que je peux faire? Je lui aurais répondu, je lui aurais dit euh, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu peux me sauver. Mais sauve-moi. Voilà, sauve-moi. C'est tout ce que j'aurais eu envie de lui dire. Donc j'aurais eu envie qu'il me sauve. Donc pour comprendre la détresse, pour comprendre le niveau de détresse euh, dans lequel on est plongé lorsque la dépression prend le dessus. Et lorsque l'on revient, en fait, entre guillemets, à notre état normal, comme on va dire maintenant, parce que là, je suis déprimé, je suis dépressif, je suis fatigué, j'ai tous les symptômes, je peux citer tous les symptômes, la fatigue, le- les problèmes d'appétit, le fait d'être hyper vigilant, le fait d'être hyper actif, mais seulement du point de vue du cerveau, alors que lorsque j'essaie de parler comme ce que vous pouvez entendre, je parle très lentement, j'articule très doucement. C'est parce que je suis comme ça, je suis fatigué mentalement. Et, lorsque je suis dans cet état-là, que je considère en fait mon état actuel, donc un état où je n'ai envie de voir personne, je n'ai envie de parler à personne, que la moindre petite chose peut m'irriter, le moindre petit problème qui est considéré comme anodin pour n'importe quelle personne normale va en fait m'irriter et ça va peut-être me créer de l'anxiété, etc. Donc, lorsque je suis dans cet état qui est, enfin dire, stable ou normal, etc.,
je peux voir mon passé et je peux voir mon avenir. Et je peux dire que, en fait, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus poursuivre dans cette fuite en avant. Parce que plus j'avance en âge, et plus les conséquences seront pires, parce que j'aurai des problèmes physiques peut-être après, etc. Et déjà que je n'arrive pas en fait, je n'arrive pas à vivre, et je n'arrive pas à être autonome, et je n'arrive pas à travailler maintenant, et je n'arrive à rien faire actuellement. Donc, ce qui va se passer après, c'est que ça ne va faire que empirer. Et d'un point de vue complètement rationnel, je ne suis pas dans l'émotif, je ne suis pas dans ah j'ai envie de mourir, personne ne m'aime, je suis seul, etc. Avec tout le respect que j'ai aux personnes qui ressentent ça et qui ont besoin d'aide et qui ont peut-être besoin de soutien. Mais moi, ce que je dis, c'est que rationnellement et objectivement, je sais ce que j'ai vécu dans le passé. Je le sais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vécu. Donc je sais ce que j'ai vécu dans le passé. Je sais qu'est-ce qui va en advenir dans le futur. Donc je ne suis pas quelqu'un euh, qui va euh, qui va vouloir mourir sur un coup de tête. C'est un long cheminement. C'est un long cheminement. C'est une souffrance que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas cette souffrance. Cette souffrance fait que je suis pratiquement en situation de handicap maintenant, parce que je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à me concentrer. Maintenant, je commence à avoir des douleurs de cœur. Ces douleurs-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'elles viennent, surtout lorsque je parle autant, parce que dans une journée, je ne parle pratiquement pas. Et là, lorsque je fais cet effort de parler, parce que pour moi, ça, c'est un effort, et c'est un effort qui me fatigue énormément. Et là, je suis peut-être arrivé au point où je ne peux pas finir cette vidéo. Je m'en excuse parce que je voulais parler d'autre chose, mais j'essaierai de faire ça une prochaine fois. Parce que là, je sens que je sens que je suis vraiment très fatigué et j'ai besoin de me reposer. Ça m'a quand même fait du bien de parler, ça m'a fait du bien en fait, parce que je devrais dire ça. C'est en fait mon travail maintenant, c'est de trouver ce psychiatre et lui expliquer cette situation pour qu'il puisse me donner en fait le document comme quoi je suis une personne lucide et que ce que je vis ce n'est pas une question de manque de lucidité ou quoi que ce soit. Je suis lucide. Je suis lucide parce que être lucide, c'est quoi? C'est pouvoir balancer le positif et le négatif dans une situation et arriver logique et arriver d'une façon rationnelle à juger du bien fondé ou non d'une décision. Parce que voilà. Donc je vous laisse parce que là, je fatigue vraiment et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous laisse.